comment obtenir une reconnaissance des massacres commis par la colonisation de Léopold II au Congo, une reconnaissance à titre de crime contre l'humanité? Est-ce que c'est possible? Merci pour la question, c'est une très grande question. Je voudrais juste vous répondre qu'il faut laisser à l'histoire pouvoir réécrire cette histoire dans un premier temps, puisque l'histoire telle que nous la connaissons aussi bien ici en Belgique qu'au Congo, c'est deux histoires qui sont différentes, et c'est pas la même histoire. Déjà commencer par écrire cette même histoire entre ce qui s'est passé pendant l'État indépendant du Congo et ce qui s'est passé pendant ce temps-là, et ici, tel que c'est enseigné, et tel que c'est enseigné au niveau du Congo, d'arriver déjà au moins à une lecture commune, on pourrait déjà faire un grand pas avant d'arriver d'abord dans un second temps à penser à une reconnaissance historique sur un crime contre l'humanité ou pas. Le débat sur le crime contre l'humanité a déjà fait couler beaucoup d'encre auprès des historiens, auprès des politiciens, auprès des géographes, auprès de tout le monde, auprès des politologues, pour arriver à savoir comment arriver à décrire la colonisation. Et de plus en plus, on admet que la colonisation est un crime contre l'humanité. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi pour la réponse et pour la question. Alors une troisième question, peut-être. Oui, mademoiselle, voulez-vous lever? Inès, ma question s'adresse à Monsieur d'Avignon. Pourriez-vous nous dire quel regard vous portez sur Patrice Lumumba, sachant que vous travaillez à l'époque au ministère des Affaires étrangères et qu'on vous dit impliqué dans son assassinat? Alors, je l'ai bien connu. Je l'ai connu à la table ronde. La table ronde a été un moment très, très important parce que une génération de Congolais et une génération de Belges ont fait connaissance. Ce n'étaient pas ceux qui avaient la responsabilité de la colonie, c'était ceux qui travaillaient en Belgique, et il y avait une représentation congolaise qu'il a été difficile de mettre au point parce qu'il n'y avait pas eu d'élection, il n'y avait pas de légitimité, mais on a fait pour un mieux pour prendre tous ceux qui étaient significatifs, des chefs coutumiers à ceux qui dirigeaient des moments politiques. Et j'ai été frappé par l'intelligence de Patrice Lumumba, par le fait qu'il avait un charisme important, qu'il impressionnait autant ses compatriotes que ses interlocuteurs. Et ça va se jouer tout au long de sa période. Est-ce qu'il était intellectuellement ou idéologiquement marqué? La réponse est non. C'était un nationaliste, désireux de voir son pays se développer et intéressé parmi les seuls dirigeants de l'époque sur l'ensemble du Congo. Il n'était pas régionaliste, il venait de sa région où il était bien implanté, mais il se préoccupait de l'ensemble. Et puis il s'est passé un grand malheur. Le grand malheur a été que dans le processus d'indépendance, on ne s'était pas préoccupé de manière convenable de la force publique. Partout dans les autres domaines, que ça aille de l'université à l'administration et évidemment à la direction politique, il y avait un changement radical entre le 30 juin et le 1er juillet. Ce n'étaient plus les directeurs généraux qui étaient compétents, c'était les ministres. Les ministres avaient des cabinets, il y avait des collaborateurs. De la même chose dans tous les autres domaines. Dans la force publique, tout restait identique entre le 30 juin et le 1er juillet. Et donc il y a eu une mutinerie de la force publique. Et je dois vous dire parce que j'en garde le souvenir. La Belgique avait mis en place une ambassade au Congo sans aucune collaboration de l'administration coloniale. Donc je dis souvent, on a ouvert des ambassades dans des pays inconnus de manière beaucoup plus efficace qu'on l'a fait au Congo où on était là depuis quelques années quand même. Donc il n'y avait pas de logement pour l'ambassadeur, on avait une petite villa qui se faisait qu'elle était juste en face du palais du gouverneur qu'occupait le Premier ministre. Et on a vu arriver le matin, tôt le matin, parce qu'on se lève tôt le matin, des soldats de la force publique, non armés,
mais qui brandissaient leur ceinturon. Et on a évidemment cru que la manifestation était contre nous, donc contre la présence belge, contre l'ancien colonisateur. La manifestation était contre le ministre de la Défense, Premier ministre, Patrice Lumumba, parce qu'eux, on ne leur avait pas reconnu une situation nouvelle. Et cet événement-là a bouleversé la situation au Congo de manière absolue. D'une part, depuis cette date, le Congo se cherche une force responsable militaire, et on n'y est toujours pas aujourd'hui. Et une fois que l'instabilité se met en place, on vient de le vivre à Bruxelles, quand il n'y a plus de sécurité, ceux qui veulent profiter de l'insécurité en profitent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'essayer de prendre ce qu'on ne nous a pas donné. Et donc il y a des incidents. Et à ce moment-là, Bruxelles prend peur devant les incidents et décide d'envoyer les forces militaires au Congo, ce qui apparaît comme une réoccupation militaire d'une puissance indépendante. Et ça a été une rupture. Vous avez cité le discours de Lumumba, ce que vous avez oublié, mais le débat est terminé, donc je peux vous taquiner maintenant, c'est qu'il a fait ce discours-là, si mon souvenir est bon, à 10h30, et à 2h, il a fait un autre discours dans lequel il remerciait la colonie pour ce qu'elle lui avait apporté. Ce qui montre bien ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a deux réalités qui ont coexisté. Une réalité que l'on ne peut pas supporter et une réalité qui a eu des éléments positifs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, au fur et à mesure où les sentiments font place à la réflexion et à la maturité, on déterminera historiquement, sur la base des faits, qu'est-ce qui était acceptable et qu'est-ce qui ne l'était pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse et pour la question.